tout le monde. Donc, à nouveau, bonjour. Et puis, c'est pour une première une formation en visio comme ça. Donc, on va espérer que tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison. Alors, qui suit? Gwenaël, peut-être? Tout le monde ne le connaît pas. Voilà, j'active mon micro. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, Gwenaël Melkos. Alors, je suis chef de marché chez Auréa. Voilà. Et plus particulièrement, je suis aussi la coopérative au niveau donc, animation et mise en place, effectivement, des analyses. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis présent avec vous aujourd'hui. Mais c'est plutôt l'animateur, c'est plutôt Mathieu qui va se présenter aussi derrière. Mathieu, si tu peux bien te présenter. Ok, bonjour à tous, Mathieu Vallée, donc je suis le responsable scientifique agriculture pour Auréa et je coordonne un projet de développement de services de diagnostic et conseil basé sur notamment les bioindicateurs de la qualité du sol. Et c'est notamment de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Thierry? Thierry Monceau, moi je suis d'Ascaël et j'ai la charge de la mise en place des essais. Voilà. Alors oui, pardon, il y a deux Thierry. Donc Thierry Monceau à l'Ascaël et Thierry Franchet, agriculteur. Ah désolé monsieur Franchet. C'est pas grave. Non mais j'avais pas commencé à parler, c'est bon. Donc le deuxième Thierry alors. Donc Thierry Franchet, moi je suis donc agriculteur sur Châteaudun, secteur faux perche sur limon battant drainé, donc avec principalement des cultures d'hiver. Voilà. Ok, merci. Thibaut? Oui, bonjour. Donc Thibaut Perrier, moi je suis agriculteur à côté de Voves. Voilà, ma problématique avec l'agriculture de conservation, c'est les pommes de terre et les oignons pour réussir à gérer les résidus dans ces cultures-là et évidemment en même temps gérer la problématique raigrats vulpin résistant. Voilà. Ok. Et donc il reste Joël, je pense. Donc Joël Langeau, directeur innovation à la SCAEL. Donc je pourrais peut-être pas être avec vous tout le temps, mais vous êtes en bonne main. Ok, merci à tous. Je propose à Mathieu de lancer les hostilités. Donc l'idée, c'était bien de vous présenter les analyses qui peuvent être faites dans le cadre du pool pour les 2 à 3 prochaines années. Donc voir l'intérêt que ça peut avoir sur vos exploitations. Alors, merci. Donc, je vais normalement vous partager mon écran. Hop. Est-ce que vous le voyez? Pas encore. C'est bon, Mathieu. C'est bon. Ok, donc vous voyez la diapo. Donc là, effectivement, j'ai prévu un petit diaporama pour à la fois brosser un petit peu quelques rappels sur la partie biologie des sols et puis présenter le projet agroécosol que je coordonne et puis terminer par les actions qu'on va mettre en place, qu'on prévoit de mettre en place avec la SCAEL et puis avec le pool agri. Donc on n'est pas très nombreux, donc du coup si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Par contre, là, comme je suis passé en mode présentation, du coup, je ne vous vois plus du tout. Donc, s'il y a des questions, soit vous pouvez ouvrir votre micro et puis m'interpeller. Donc, le support, donc, il est en train d'être enregistré, mais je pense que je pourrais vous transmettre aussi au format PDF si besoin. Donc, d'abord, un bref rappel sur ce qu'on appelle la fertilité des sols globale, pas forcément que biologique. Donc la fertilité d'un sol, on définit ça comme son aptitude à assurer de manière régulière, dans des conditions normales, des bonnes conditions de croissance des cultures. Et donc c'est une combinaison des composantes physiques, chimiques et biologiques du sol qui principalement déterminent l'approvisionnement d'un plantes en éléments nutritifs. Donc ça, on va parler de services écosystémiques. Et puis, il y a aussi les conditions de croissance et fonctionnement des racines. Donc là, c'est plus la partie physique, structure.
Et cette fertilité, généralement, il y a maintenant des concepts qui la décomposent en deux parties. Il y a tout ce qui est lié aux composantes intrinsèques du pédoclimat, du système. Donc le climat, le positionnement dans le paysage, c'est-à-dire si on est en haut, en pente, dans une vallée ou autre, le type de sol, sa profondeur, sa teneur en cailloux, sa texture et puis la nature du sous-sol. Donc ça, c'est plutôt des choses qu'on ne peut pas modifier, hein, qui sont des composantes propres. Et puis, il y a une partie plutôt dynamique sur laquelle là, on peut quand même agir, alors plus ou moins, hein, et qui vont varier dans le temps. Donc l'usage, hein, qu'est-ce qu'on en fait, quel type de culture, les activités humaines qui sont dessus, et après tous les aspects un peu plus connus comme la matière organique, le pH, les nutriments, et puis là aussi des choses sur lesquelles on veut travailler un peu plus, la biodiversité, et puis la structure. Donc la composante intrinsèque, on va qualifier ça de notion de qualité du sol, c'est-à-dire en gros le potentiel, ce qui est permis, donc comme on ne peut pas le modifier, ça nous donne en gros un cadre, et donc c'est le potentiel global du sol. Et puis la composante dynamique, elle, on va plutôt, alors il y a les concepts de santé du sol ou performance ou fertilité spécifique du sol, où là c'est plutôt la performance réelle de son sol par rapport à son potentiel. Donc l'idée, c'est d'essayer d'arriver au maximum du potentiel permis par les conditions invariantes. Et du coup, voilà, avec les différents leviers, on essaye d'agir sur cette composante dynamique. Et donc, pour reprendre après les trois composantes physiques, chimiques et biologiques, bon, aujourd'hui, on a déjà un certain nombre d'analyses qui nous permettent de les approcher. Hein. Pour la composante physique, bon, c'est la CEC, la granulométrie, et puis après, il y a des notions d'observation sur le terrain aussi. Et puis, quand on croise ça avec la composante chimique, soit le statut acido-basique, pH, calcaire, soit le statut minéral avec les teneurs en éléments majeurs ou en micro-éléments, eh bien, vous voyez, la somme des deux nous donne une notion quand même du potentiel nutritif, mais on voit bien que c'est quand même incomplet, donc c'est important de rajouter la composante biologique qui va nous donner à la fois les notions de minéralisation, c'est-à-dire fourniture d'éléments minéraux pour les cultures, et puis également la notion de structure du sol, hein, qui est très liée à l'activité biologique. Et donc aujourd'hui, on a quand même des indicateurs sur l'analyse de terre, hein, matière organique, c'est sur N, mais on voit bien que forcément, il y a toute la notion d'abondance, d'activité, de diversité des micro-organismes du sol qui sont aujourd'hui pas abordés dans les parties d'analyse de terre, les potentiels de minéralisation un petit peu aussi. Et donc, c'est bien l'intersection de ces trois composantes qui va nous donner cette notion de qualité, de santé du sol. Et donc, aujourd'hui, voilà, on va essayer de développer à l'avenir plus la partie biologique, mais tout en conservant la partie physique et chimique qui est de toute façon indispensable pour bien interpréter le composant biologique. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à disposition? Bon, sur la partie physique, il y a aussi tout ce qui est observation terrain, hein, qui est toujours très important et qui est sans doute sous-évalué. Alors là, je vous ai mis une photo de profil, mais il y a aussi les tests bêches, voilà, il y a d'autres types de manières d'observer les sols. Donc ça, c'est aussi des éléments qu'il faudra peut-être redévelopper ou repositionner parce que ça amène un certain nombre d'informations. Il y a l'analyse de terre, bien sûr, hein, qui restera, qui donne un certain nombre d'éléments pour la gestion de la fumure de fond, la gestion des différents amendements. Et puis, il y a la partie biologique où là, effectivement, il y a des progrès, il y a des développements qui vont être faits. Donc, on est bien sur une combinaison de l'ensemble de ces facteurs pour avoir un diagnostic pertinent, hein, même si la biologie manque, la biologie toute seule ne permet pas de répondre aux questions. Il faut bien s'intéresser à l'état structural et puis à la partie chimique et nutritive également. Donc, on a bien ce triptyque, en gros, hein, qui va être développé. Et qui arrivera donc dans le projet que je vous présenterai tout à l'heure. Avant de rentrer plus en détail dans le projet lui-même, aussi quelques petits rappels sur la partie vie du sol qui est sans doute peut-être la moins connue. Alors je ne connais pas vos antécédents et puis le niveau de connaissance que vous avez là-dessus, mais c'est en tout cas une des principales innovations qui sont portées par le projet parce que, oui, aujourd'hui, sur l'analyse de terre, on va mesurer un taux de matière organique, oui, on va avoir un C sur N, et puis voilà, tout ce qui est vie du sol, qui est pourtant extrêmement important, on ne l'a pas forcément en visu. Donc,
ça, c'est des graphiques que vous avez vus sans doute sous différentes formes, qui représentent un peu toute la diversité de types d'organismes qu'on peut avoir dans le sol, bon là répartis plutôt en fonction de leur taille. On va avoir des organismes extrêmement petits, de l'ordre du micron, donc on parle de microfaune, microflore, donc les principaux bactéries, champignons, bon ça, ceux-là qui sont relativement connus. Il y a aussi toute la nématofaune. Alors les nématodes, c'est pas que les phytoparasites, donc et les phytophages. Il y a aussi des nématodes entre guillemets bénéfiques qui vont s'occuper de régulation ou de prédation d'autres éléments. Des organismes un peu plus gros aussi, protozoaires, dont on parle un petit peu moins. Ensuite, il y a toute une faune voilà, de taille intermédiaire. On parle surtout de colamboles et d'acariens, mais là aussi, il y a d'autres éléments qui vont beaucoup jouer dans les cycles de la matière organique. Et puis après, il y a la faune un peu plus grosse, là, qui est vraiment visible à l'œil nu, tous les insectes, les vers de terre, bien sûr, les carabes. Et puis, bon, alors pour la blague, je vous ai mis aussi tout ce qui est micro-rongeurs ou autres, qui aussi sont des ingénieurs du sol, même si nous, quand on fait une analyse de terre, bon, déjà, il faut prélever l'analyse à la tarière. Donc, du coup, tout ce qui est très gros, normalement, on ne prélève pas. Et puis, nous, au laboratoire, on analyse tout ce qui est inférieur à 2 mm. Donc, dans le taux de matière organique qu'il y a sur l'analyse de terre, potentiellement, il y a une proportion de matière organique qui provient de ces organismes vivants. Et, alors, de manière très schématique, tout ce qui va être microfaune, microflore, c'est plutôt la partie transformation des matières organiques brutes, mais surtout la minéralisation, c'est-à-dire dégradation finale. Et puis les éléments un peu, les organismes un peu plus gros en taille, eux, ils ont surtout des fonctions d'ingénieurs, de structuration du sol et puis de dégradation des matières organiques fraîches, mais plutôt voilà, de forme grossière jusqu'aux formes humus. Donc on voit que tout ça, c'est quand même très lié à la matière organique globalement, puisqu'on est sur une chaîne de dégradation des éléments, mais on verra que ce n'est pas le seul rôle fourni par toute cette vie du sol. Et on sait que cette vie du sol, elle est relativement abondante. Vous avez ici des ordres de grandeur en nombre d'individus. Alors, pour les plus petits par gramme de sol, jusqu'à 1 milliard de bactéries par gramme de sol, jusqu'à une centaine de mètres de filaments mycéliens par gramme de sol. Un gramme de sol, c'est la taille d'un ongle, donc vous voyez ce que ça représente. Et en équivalent de masse, de biomasse par hectare, on est des fois sur l'ordre de plusieurs tonnes d'éléments. Donc, c'est ce qu'il y a sous les pieds sur les 30 premiers centimètres de sol à peu près. Parfois, c'est équivalent en biomasse à ce qu'on peut avoir dessus avec les animaux d'élevage, par exemple. Et donc, on a ça aussi pour les vers de terre, où là aussi, en fonction des pratiques, on peut avoir jusqu'à plus d'une tonne de vers de terre par hectare sur les 30 premiers centimètres de sol. Donc, alors par rapport aux 3000 tonnes de terre qu'on va avoir sur un hectare, sur les 25-30 premiers centimètres, ça ne représente pas forcément une très très grosse biomasse, mais on voit que les ordres de grandeur sont quand même relativement importants. Donc, on imagine bien que l'impact que ça va avoir sur tous les cycles de recyclage des nutriments et de la matière organique. Donc ça, c'est en termes d'abondance, mais il y a aussi une très grande diversité en nombre d'espèces. Vous avez ici quelques ordres de grandeur. Vous voyez qu'il y a presque 1 million d'espèces de bactéries par gramme, 100 000 espèces de champignons, et puis vous voyez les différents organismes aussi en nombre d'espèces, là aussi qui peuvent être relativement importants. Donc à la fois cette notion d'abondance des organismes, et puis aussi cette notion ici de diversité, parce que quand bien même les bactéries, c'est toutes des bactéries, elles ne vont pas avoir les mêmes rôles. Certaines vont plutôt dégrader l'azote, certaines vont plutôt s'occuper du phosphore, d'autres vont être plus généralistes. Donc en fait, la notion de diversité a aussi derrière une notion d'assurance écologique qui est de se dire si on maintient une diversité importante, on a plus de chances d'avoir un milieu résilient qui va mieux résister aux perturbations. Bon, voilà, c'est toute la notion d'assurance écologique, donc qui vient de tous les écologues qui travaillent là-dessus et donc qui est aussi transposée à ce qu'on peut avoir dans le sol. Et donc, bon, ces organismes, ils vivent leur vie, mais en quoi est-ce qu'ils nous intéressent réellement pour la production agricole? C'est qu'ils sont au cœur d'un certain nombre de processus qui vont en fait amener à certaines fonctions écologiques
J'en ai déjà parlé un petit peu. La principale et la plus immédiate qui nous vient à l'esprit, c'est le recyclage des nutriments. C'est-à-dire que les organismes du sol vont dégrader les résidus organiques ou autres pour les retransformer en forme minérale que les plantes vont pouvoir valoriser. Donc, il y a bien toute cette notion de capture dynamique, biodisponibilité. Alors là, on a mis azote et phosphore, mais c'est vrai pour les autres éléments également. Et puis, il y a toute la notion de, forcément, en corollaire, la transformation du carbone. Avec là, on est dans des démarches où il faut stocker du carbone dans les sols pour compenser les émissions de l'activité humaine. Bon, effectivement, là, c'est majoritairement et principalement un phénomène lié aux organismes du sol. D'ailleurs, là, on voit déjà une espèce d'antagonisme. Un sol biologiquement actif qui fournit beaucoup de minéraux aux cultures, c'est un sol qui va dégrader beaucoup de carbone aussi. Donc, stocker du carbone, des fois, c'est pas toujours dans les mêmes objectifs que proposer de la minéralisation. Donc, on voit bien que déjà, il y a parfois des compromis à trouver entre je veux fournir beaucoup de nutriments et je veux stocker du carbone. Bon, ok, pour la partie environnementale, mais aussi le stockage du carbone dans le sol, c'est aussi pour une notion de structure, réserve en eau ou autre. Donc, on voit déjà c'est pas si simple que ça de toujours avoir les fonctions au maximum. Et donc, voilà, les organismes vont aussi impacter la structure du sol, soit par l'intermédiaire de la matière organique, mais aussi par leur action même. Il y a des notions d'infiltration grâce aux galeries de vers de terre et puis aussi aux structurations des différents organismes du sol. Et donc, on sait que la structure est extrêmement importante aussi pour les végétaux parce que la plante doit avoir de l'eau et de l'air à proximité de ses racines pour bien se développer. Et donc, ça, c'est très lié à la structure du sol. Un sol compacté, déjà, l'air et l'eau diffusent moins bien et les racines ne sont pas forcément capables d'explorer les volumes de sol. Donc, on a aussi quelque chose d'assez important pour la production. Et puis, dernière grande fonction envisagée et reconnue pour cette vie du sol, c'est bien sûr la régulation des populations. C'est-à-dire qu'on sait que en écologie, qu'on occupe des niches, c'est-à-dire des milieux, eh bien, quand on a tous les milieux occupés, les organismes pathogènes ou bioagresseurs qui sont généralement opportunistes, ils ont plus de mal à s'implanter si on a déjà toute une cohorte d'organismes qui occupent déjà l'ensemble des ressources. Donc, on a aussi cette notion d'effet barrière de la biodiversité et des organismes du sol qui peut être utilisée pour la conduite des systèmes de culture. Et donc, Mathieu, tout ça… Oui. Mathieu, je me permets de t'arrêter un petit peu. Oui. C'est Joël qui parle là. Tu as parlé de la relation sur le carbone. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est sollicité en termes d'investigation de commencer à réfléchir sur le rôle de l'agriculture sur le piégeage du carbone. Tout à fait. Et est-ce que tu prévois de développer ou tu peux en dire deux mots? Comment se fait le piégeage du carbone? Aujourd'hui, on a des résultats et des discussions un peu contradictoires. Ah, on vous a perdu. Joël, vous êtes là? Joël. Bon, du coup, j'ai quand même compris la question. Non, je n'avais pas forcément prévu de reparler. En fait, le piégeage de carbone dans les sols, c'est deux ou une entrée principale. Il y a une entrée par celle qui est peut-être la plus évidente, par les restitutions de matière organique au sol, soit par les effluents d'élevage ou les composts, mais aussi les résidus de culture qui peuvent être incorporés. Et puis la deuxième source, qui est quasiment la principale, c'est surtout le végétal, parce que la plante, c'est un organisme autotrophe, et par le biais de la photosynthèse, il capte le CO2 de l'air pour faire du sucre végétal, et puis après, qui est réinjecté dans le sol, soit du vivant de la plante, soit par les résidus quand la plante meurt. Donc, on a bien… et donc, voilà, le puits de carbone, c'est principalement le végétal. Et donc, effectivement, là, il y a eu une grosse étude qui a été faite par l'INRA dans le cadre du 4 pour 1000 pour justement évaluer les capacités de stockage des sols agricoles, de stockage additionnel.
parce que on vous a dit en fait, hein, le carbone dans le sol, c'est un équilibre entre ce qu'on perd naturellement par l'activité biologique, hein, qui dégrade les matières organiques, et la minéralisation des matières organiques, c'est mon carbone sous forme organique qui passe sous forme minérale, qui est le CO2, donc qui repart dans l'atmosphère. Donc ça, dans un sol, naturellement, une activité biologique, on va perdre 400, 500, 1000 kilos de matière organique par hectare et par an, hein. Ça, c'est en fonction des types de sol et du climat. Et puis, en face de ces pertes, on met ce qu'on restitue dans le sol, c'est-à-dire les résidus de récolte et puis tous les apports autres organiques qu'on peut restituer. Donc, chaque système va avoir un équilibre et on peut plus ou moins modifier cet équilibre à moyen terme ou long terme en fonction des pratiques qu'on va mettre en place. Et donc là, il y a effectivement des études qui ont été diligentées et qui donnent des tendances où effectivement les couverts, les cultures intermédiaires, donc les cultures de service, sont un vrai levier pour avoir du stockage additionnel parce que, en gros, le surplus de carbone qu'elles permettent de stocker est plus important que ce que ça régénère en fourniture. Les digestats peuvent être intéressants en fonction de la manière dont ils sont gérés. Il faudrait faire une session spécifique là-dessus s'il y a vraiment des questions. Mais effectivement, la partie biologie et notamment tout ce qui est faune du sol permet d'approcher peut-être plus finement justement ces capacités de stockage ou de déstockage des éléments, sachant qu'on a quand même déjà des modèles de prédiction qui permettent d'évaluer justement ces flux de carbone. Ok, bon, je m'excuse, hein, j'ai été déconnecté un petit bout de temps. Il n'y a pas de souci. Effectivement, enfin, ça sera peut-être l'objet d'avancer au cours de l'année ou sur ce thématique-là, oui. Simplement pour te dire que ce dossier, disons du dossier carbone à terme, c'est un dossier qu'il faut que la SCAL s'occupera, quoi. Oui. Parce que le marché du carbone va être inscrit de plus en plus dans les règles non seulement françaises mais européennes, et il faut qu'on s'attache à identifier bien les facteurs et les preuves. Si un agriculteur veut démontrer qu'il est capable de piéger plus de carbone, il faudra qu'on voie quels sont les atouts qu'il faut prouver pour y arriver, quoi. Tout à fait. Alors, sachez que y a des démarches label bas carbone qui sont soit qui existent déjà. Donc là, il y a Carbone Agri pour les vaches, et puis là, il y a Grande Culture qui est en cours de rédaction. Hein. Je participe à la rédaction du label, notamment sur la définition de l'état initial du stock de carbone. Donc c'est un travail qui est en cours et normalement qui devrait sortir en fin d'année avec une proposition de méthodologie justement pour démontrer. Et puis il y a toutes des notions de dire effectivement, le stockage de carbone, ce n'est pas forcément que du stockage additionnel, mais ça peut être aussi du maintien de stock actuel qui peut être jugé satisfaisant, ou dans des situations où on est dans des régimes qui déstockent, déstocker moins ou resté à l'équilibre, quoi. Et donc, effectivement, là, il y a un certain nombre de leviers qui peuvent être mis en place en face. Donc, ça, effectivement, c'est des choses qui sont dans les tuyaux et sur lesquelles oui, forcément, il faudra avoir des démarches de qualification et puis de diagnostic pour démontrer justement ces stockages additionnels ou ces maintiens de stock. Ouais, tout à fait. Ok, merci pour cette digression. Pas de souci. Mais du coup, la biologie du sol est au cœur de ce stockage et c'est effectivement un des éléments importants sur les services écosystémiques, puisque là, on sort en gros de la sphère agricole pure où effectivement le principal objectif c'est d'avoir un rendement satisfaisant avec le minimum d'intrants possible pour dégager le plus de marge. Là, quand on va parler stockage carbone, on regarde aussi à une échelle plus grande sur la partie atténuation de l'effet de serre. Enfin, voilà. Donc, même si les conséquences sur l'agriculture sont aussi très importantes. Pour continuer sur le rôle des organismes, une planche juste pour vous montrer qu'il y a différents grands types d'organismes. Bon, on avait déjà parlé, les ingénieurs du sol qui vont plutôt structurer le sol, jouer sur l'infiltration, des prédateurs qui vont soit prédater les graines d'adventice ou certains bioagresseurs, par exemple.
des organismes comme les colamboles qui vont fragmenter les matières organiques fraîches, des ingénieurs chimistes qui veulent plutôt dégrader les matières organiques pour les passer sous forme de minérales, les nématodes, eux, qui vont être prédateurs, par exemple, de certaines bactéries, donc ils vont pouvoir aussi jouer un peu dans les régulations, et puis toutes les symbioses, notamment avec les champignons mycorhiziens. Donc, toute cette diversité-là, on voit bien qu'elle est utile, mais ce que la caractériser, déjà, c'est pas toujours simple, puis la valoriser dans le conseil, ça l'est encore moins. Donc juste là maintenant, je vais vous rebalayer quelques catégories d'organismes qui ont été retenus comme marqueurs ou indicateurs de leur grande famille. Bien sûr, il y a beaucoup plus de diversité que ça dans le sol, mais ces familles-là ont été retenues, mises en avant par la recherche comme étant représentatifs, en gros, des différentes catégories qu'elles représentent. Bon, bactéries, champignons, ça c'est des choses relativement classiques, hein, je ne rentre pas trop dans les détails. Sachez que voilà, ça, ils vont jouer, eux, principalement sur la partie minéralisation, recyclage carbone, hein, ça c'est sûr, mais ils vont aussi jouer sur la structure du sol. Hein, les bactéries, les champignons vont émettre certains gels avec des polysaccharides qui peuvent favoriser la corrosion des agrégats de sol. Hein, donc on sait qu'il y a aussi à l'échelle micro et macro de l'impact de ces organismes sur la structure du sol. Et puis le fait qu'ils dégradent des composés organiques, ça peut être des composés organiques naturels, mais ça peut être des composés organiques de synthèse. Hein. Tout ce qui est produits phytosanitaires, c'est de la chimie organique. Donc, du coup, les micro-organismes peuvent aussi les dégrader. Et c'est vrai aussi sur certains polluants métalliques. Donc, il y a aussi un rôle de dégradation des xénobiotiques. Et puis, la lutte contre les pathogènes, ça, j'ai déjà dit, hein, naturellement, dans les sols, certains organismes sont antagonistes. Avec par exemple, certains phénomènes comme les antibiotiques qu'on utilise nous, eh bien, dans le sol, c'est également des choses qui se passent. Donc, c'est très difficile de connaître très précisément quel organisme fait quelle chose à une échelle globale, mais voilà, on sait déjà qu'il y a quand même tous ces rôles-là qui peuvent être et qui sont réalisés par ces familles d'organismes. Si on parle d'un autre groupe, là, qui est le microfaune, hein, ce que sont les nématodes, donc des tout petits animaux, hein, de l'ordre du millimètre ou moins, hein, très diversifiés et qui vont avoir un rôle clé dans la chaîne trophique, c'est-à-dire qui mangent qui, hein, avec les plus petits qui sont mangés par les plus gros et puis ainsi de suite. Et sachant que voilà, au niveau des nématodes, il n'y a pas que les phytophages, donc qui vont pas trop nous intéresser sur certaines cultures, qui peuvent engendrer des pertes de production, mais il y en a aussi qui sont spécifiques pour manger des bactéries et des champignons, donc qui vont participer au recyclage des éléments, des nutriments, et puis certains qui vont aussi être carnivores ou omnivores, et donc qui vont plutôt être des marqueurs de perturbations physiques ou chimiques. Donc voilà, le fait de s'intéresser à l'abondance et à la diversité des nématodes, ça nous donne aussi un certain nombre d'informations sur les fonctions que vous avez ici en rouge. Donc on reste dans la faune, mais là on augmente un tout petit peu en taille avec la mésofaune. Donc là pour la partie micro-arthropodes, donc plutôt les colamboles, hein, qui sont les organismes, on va dire, modèles là-dessus. Eux qui sont très liés quand même à la décomposition des matières organiques. Hein, on en parle beaucoup dans les composts. Mais dans les sols forestiers et dans les sols agricoles, c'est aussi qui est très important, qui vont agir sur les cycles biogéochimiques du carbone, de l'azote, et principalement au niveau des litières. Donc, c'est les premiers micro-décomposeurs des résidus végétaux, par exemple. Et puis, ils vont aussi consommer des bactéries et des champignons. Donc, c'est aussi des indicateurs assez forts des recyclages du carbone-azote. Et quand on s'intéresse à leur diversité, ça peut être aussi des marqueurs de perturbation et de capacité d'accueil plus ou moins importante du milieu. Donc là, on reboucle aussi sur la notion de biodiversité. Et puis là, on monte encore en taille, là, au niveau macrofaune du sol, donc au niveau des insectes. Là, la famille modèle qui est choisie et étudiée, c'est donc les carabidés, hein, donc de la famille des coéloptères. Donc là, plutôt de la partie insectes. À peu près 1000 espèces au niveau français, et donc là, eux qui vont avoir des rôles plutôt de prédateurs, donc c'est plutôt leur régime alimentaire qui est intéressant à regarder
puisque certains vont plutôt être spécialisés pour manger des mollusques ou des petits insectes comme les pucerons, et puis d'autres vont être plutôt spécialisés pour manger des graines. Donc là aussi, on a quelques éléments qui peuvent être intéressants. Alors eux, de par leur taille et de par le fait qu'ils sont très mobiles, ils sont plutôt à regarder à l'échelle d'un paysage que d'une parcelle propre, hein, puisque en fonction s'il y a des haies autour ou autre, ça va jouer énormément. Et donc ça va être aussi des marqueurs de perturbation du milieu, mais à une échelle peut-être un peu plus grande. Et puis les derniers, mais non des moindres, enfin ceux qui sont connus, hein, bien sûr les lombriciens, les vers de terre. Donc là, autour de 200 à 300 espèces en France, et puis on connaît bien les grands groupes fonctionnels, hein, épigés sur leurs vers de terre de surface, anéciques, qui sont ceux qui font principalement les galeries, hein, dont on voit la photo ici au milieu, et puis les endogés qui ont plutôt tendance à rester dans les couches inférieures de 30-35 cm. Donc voilà, donc là aussi, qui vont jouer sur la décomposition des matières organiques fraîches, tous les recyclages quand ils recyclent, quand ils mangent, ils ingèrent de la terre et puis donc ils la rebrassent, et puis toute une très grosse partie sur la structuration du sol et l'infiltration de l'eau, hein. C'est le fait d'arrêter le travail du sol permet de recréer justement progressivement tous ces réseaux de galeries et donc de recréer ces porosités, ces structurations d'infiltration. Donc là, c'est vraiment ces fonctions à la fois aussi sur l'organique, mais beaucoup sur la partie structure et infiltration de l'eau. Donc voilà en gros les groupes d'organismes qu'on suit, qui sont ceux qu'on pourra investiguer et regarder. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres, hein. Il y a les araignées, il y a beaucoup d'autres espèces aussi qui peuvent être bio-indicatrices, mais voilà, c'est principalement ces groupes-là qui sont retenus pour regarder et s'intéresser un peu à toute la diversité, sachant que nous, on les observe et on les identifie indépendamment, mais bien entendu, eux, ils sont en lien les uns avec les autres, et il y a toute cette notion de réseau trophique, c'est-à-dire que, comme vous l'avez à l'écran, les bactéries, les champignons, bon, mangent certaines matières organiques, mais ces bactéries, ces champignons vont être mangés par des nématodes, qui vont être mangés par des micro-arthropodes, qui vont être mangés par d'autres. Enfin, voilà. Donc, vous voyez toute la chaîne, et forcément, les nutriments captés à l'intérieur de ces bactéries et des champignons vont aussi être recyclés à l'ensemble, et on a toute cette chaîne et tout cet enchaînement d'organismes à l'intérieur, et donc on voit bien que quand on va avoir une pratique qui va favoriser ou défavoriser un des éléments et pas un autre, on sent que effectivement le système va être perturbé, alors de manière positive ou négative, ça dépend du point de vue qu'on a, mais donc voilà, les individus, les organismes pris individuellement, ça donne déjà des infos, et le fait de les agréger ensemble donne aussi un certain nombre d'informations. On n'en est pas encore tout à fait là au niveau interprétation globale, même si on a des indices de biodiversité globaux comme sur les eaux, hein, par exemple, mais toutes ces notions de réseau trophique, ça, c'est des choses qui sont encore un petit peu en développement au niveau de la recherche, mais qui arriveront sans doute dans les années suivantes. Donc voilà en fait pour la partie vie du sol, et je ne pouvais pas m'empêcher de terminer quand même par la plante, hein, parce que la plante aussi c'est un organisme du sol par ses racines, et on l'a évoqué sur la partie carbone, c'est un des principaux leviers pour stimuler l'activité biologique des sols et statut organique, hein, parce que voilà, on l'a déjà dit, hein, la plante pompe du CO2 de l'air pour son développement, mais il se trouve qu'elle va aussi rejeter du carbone frais quand les racines vivent et se développent, hein. On parle de rhizodéposition ou des exudats racinaires, et ce carbone, entre guillemets, facilement dégradable, va attirer à lui un certain nombre d'organismes, notamment bactéries, champignons, et donc en fait, par son système racinaire, la plante va aussi énormément influencer la biologie des sols. Il y a toujours beaucoup plus d'activité biologique à proximité des racines qu'ailleurs. Et donc, forcément, là aussi, c'est tout l'intérêt de l'agriculture de conservation, d'essayer d'avoir un couvert vivant le plus longtemps possible, parce que la biologie du sol va être très fortement impactée par la présence et donc par l'action de rejet du carbone dans le sol de tous ces végétaux vivants qui, en retour aussi, vont être stimulés par certains signaux bactériens. Enfin voilà, c'est toute une harmonie entre les éléments. Donc, dans le sol, il ne faut jamais oublier la plante qui
qui est un des très gros leviers. Et donc justement, cette vie du sol, cette vie des organismes du sol, elle est régie par deux facteurs principaux, c'est-à-dire la qualité de l'habitat et l'accessibilité aux ressources. On parle du gîte et du couvert, c'est ça. Est-ce que j'ai l'environnement qui me permet de me développer et est-ce que j'ai des ressources qui me permettent de me développer? Donc là, la qualité de l'habitat, c'est la diversité du paysage, c'est la structure du sol, c'est la physico-chimie, parce que le pH, par exemple, va jouer. Et puis là, on voit, oui, des différentes modes, différents états structuraux du sol, différents niveaux de tassement. Voilà, on voit bien que sur la mode de gauche, a priori, les micro-habitats sont occupables et disponibles pour un ensemble d'organismes. Sur la mode de droite, très tassée, le nombre d'habitats est fortement réduit et on voit bien que la mobilité des organismes au sein d'un sol comme ça va être fortement limitée. Et puis l'accessibilité aux ressources, ça va être la qualité et la quantité des matières organiques qui vont être restituées au sol. Les résidus végétaux, les cultures intermédiaires, les matières organiques. Donc tout ça vont jouer également sur l'accessibilité et les ressources. Et donc en jouant sur ces deux leviers, gîte, habitat et couvert, quantité de carbone restitué dans les sols, on va déjà avoir les deux principaux facteurs pour être capable de favoriser ou orienter tout ce qui est vie du sol et organismes du sol. Donc du coup, ça veut bien dire que forcément, c'est des éléments dont il faut tenir compte quand on va s'intéresser à la vie du sol. Et donc soit ça va être des informations qu'il va falloir capter au niveau de la prise de renseignements, donc peut-être de manière plus fine que ce qu'on fait aujourd'hui avec les analyses de terre. Et puis la partie structure aussi va être quelque chose d'important à observer au moment du prélèvement. Donc voilà sur la partie, on va dire, introductive globale pour remettre, alors c'est relativement simplifié, je ne suis pas du tout rentré dans les détails, mais ça permet déjà, selon moi, de remettre un peu les éléments et les priorités. Et donc du coup, ça, comment est-ce qu'on l'utilise ou comment est-ce qu'on veut le valoriser dans le cadre des analyses de terre pour justement mieux apprécier cette fertilité biologique en complément bien sûr de la fertilité chimique et la fertilité physique. Donc aujourd'hui, ce que les analyses que Auréa propose et que tous les autres labos proposent, les services qu'on a, c'est principalement centré sur la production végétale, qui est le service fourniture des éléments nutriments aux plantes. Les analyses de terre sont là pour faire du bilan azoté avec les reliquats ou pour faire du conseil de fumure, pK, cholage pour les analyses de terre. Donc quand on regarde son système de culture avec l'ensemble des pratiques qui peuvent être mobilisées, aujourd'hui, forcément, nous, on s'intéresse ou nos outils permettent principalement de répondre aux questions de fertilisation et d'amendement. C'est les outils, et c'est comme ça, et c'est relativement bien, puisqu'on en a forcément besoin, mais voilà, l'analyse de terre actuelle ne nous permet pas forcément d'avoir un avis ou d'orienter des conseils sur le mode de travail du sol, sur le choix de couvert ou de rotation. Voilà. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'il va falloir élargir puisque dans le contexte du verdissement de la PAC et puis plus globalement de l'agroécologie, là l'idée c'est bien de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les agroécosystèmes. Et donc il y a une partie effectivement nutriments qu'il faut gérer et optimiser, mais on parle aussi de minimiser l'usage des ressources sensibles, préserver les ressources naturelles, favoriser la biodiversité, promouvoir certains services, et puis la partie système alimentaire local qui n'est pas directement liée à notre prestation directe, mais qui est aussi à prendre en compte dans cette notion d'agroécologie pour avoir effectivement une résilience du système, c'est-à-dire une capacité à résister aux perturbations et à revenir à un état initial. Donc, on élargit l'éventail de ce à quoi on s'intéressait jusqu'à présent. Et donc, ça, représenté d'une autre manière, c'est aujourd'hui, pour les services rendus à l'agriculture, ce qu'on propose, c'est surtout la fourniture d'éléments minéraux et d'autres nutriments. Et si on voulait s'intéresser à l'ensemble des services, on voit que là, il faut élargir l'éventail. Alors, on ne va certainement pas répondre à tout, ça c'est certain, mais on va essayer quand même de répondre à plus de choses, notamment structuration du sol,
potentiellement régulation du climat global avec les notions de stockage de carbone et puis émission de N2O aussi, par exemple. Voilà, stabilisation des sols, gestion de l'eau, régulation des graines d'adventisme. Voilà, donc on élargit le scope des services écosystémiques auxquels on s'intéresse. Et donc, du coup, d'une offre où on s'intéressait, où on était capable de faire un conseil principalement sur la fertilisation et l'amendement, on va passer à une offre où on voudrait être capable de donner des conseils ou des recommandations sur l'ensemble des éléments de l'itinéraire culturel. Bon, j'ai mis protection phytosanitaire, ça y arrivera peut-être dans un second temps, mais par contre, tout ce qui est culture de service, travail du sol, rotation, gestion des résidus, ça, c'est effectivement des éléments clés sur lesquels on va vouloir travailler. Il y aura toujours une partie fertilisation, hein, celle-là, elle ne sera forcément pas enlevée, mais on va essayer d'innover là-dessus. Et donc ça, c'est le contexte général du projet qu'on a en ce moment, hein, donc le projet Agro-Écosol. Bon, le titre complet, développement d'une filière technique et économique sur le diagnostic et le conseil. Le conseil, c'est important, pour une gestion agroécologique des sols. Donc, c'est un projet investissement d'avenir, hein, porté par l'ADEME, avec 3 partenaires financés, donc Auréa qui porte le projet, et puis l'INRAE, et Arvalis, Institut du végétal. Donc, c'est un projet qui a commencé en juillet 2017, qui va se terminer fin 2021, début 2022. Donc, le porteur et les 2 partenaires, je vous en ai déjà parlé. Et puis, on a un certain nombre d'autres structures qui collaborent également avec nous. Des sociétés d'expertise et conseil, AgroSolutions, hein, qui est la filiale technique d'Invivo. Certains laboratoires privés qui font soit de la prestation, soit du développement. Des laboratoires de recherche qui nous aident, une école d'ingénieurs. Et puis, il y a des coopératives qui sont prestataires du projet, hein, qui étaient là, en gros, dès le début des réflexions en 2015 avec AgroSolutions. Qui sont en gros des partenaires historiques du projet et de la réflexion, qui ne sont pas forcément des clients Auréa aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est l'histoire de construction du projet qui fait que on travaille avec ces 3 coopératives-là dans le cadre du projet. Donc voilà, un projet relativement ambitieux quand même, hein, les coûts éligibles un peu plus de 5 millions d'euros, et donc financé dans le cadre des programmes industrie et agriculture éco-efficiente de l'ADEME. Donc ce programme de recherche et de développement, surtout, qu'est-ce qu'il a comme principal objectif? Il a 2 grands leviers pour arriver à faire ce conseil et ce diagnostic et ce conseil de gestion agroécologique. D'abord, il faut industrialiser des processus d'analyse de sol, c'est-à-dire en gros développer les analyses biologiques, puisque aujourd'hui, il y en a certaines qui existent au catalogue, mais qui peuvent être optimisées, qui sont un peu chères, et puis il y en a d'autres qui sont encore à l'état de recherche. Donc, il y a toute une phase de transfert de technologie et d'optimisation pour arriver à proposer des indicateurs, on va dire, accessibles, même si, on ne va pas avoir des analyses à 10 €, hein, ça c'est certain, mais on va éviter d'avoir des analyses à 2000 €, quoi. Il faudra qu'on trouve le juste milieu en fonction des objectifs et des questions qu'on se posera. Donc voilà, il y a toute une grosse phase laboratoire, analyse, transfert de technologie, donc là principalement avec INRAE, qui est quasiment terminée, hein. Là, cette phase-là va se terminer, oui, fin d'année, début d'année prochaine. Et puis, bon, on a beau avoir des indicateurs pertinents, productifs ou autres, si on n'est pas capable de les interpréter, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, le deuxième gros volet de ce projet-là, c'est justement la construction d'un conseil opérationnel à partir des bioindicateurs, en partant sur l'hypothèse que là, on va plutôt définir des fonctions et des services qui nous intéressent par typologie de système de culture, et que ces indicateurs-là renseigneront sur les niveaux d'atteinte des fonctions et services. Et donc, ce qui veut dire que tous les indicateurs ne permettent pas de répondre à toutes les fonctions et services, et donc ce qui veut dire aussi que, en fonction des problématiques spécifiques de chaque contexte pédoclimatique, hein, qui ne vont pas être le même sur des cultures industrielles Nord-France ou sur du maïs irrigué dans le sud-ouest ou sur des céréales dans le centre ou autre, forcément, en fonction des contextes et des objectifs, on n'aura peut-être pas les mêmes indicateurs qui seront à mobiliser. Et donc, on va avoir en fait une espèce de boîte à outils d'indicateurs, mais qu'il va falloir en gros tester et optimiser pour chaque contexte.
Et donc, c'est notamment ça qu'on va commencer à engager avec la SCAEL dès cet automne. Je vous expliquerai ça ou je vous proposerai ça en fin de présentation, sur ce paramétrage pour répondre aux questions spécifiques et pas forcément avoir un menu prêt à l'emploi, entre guillemets. Mais bien adapté à chacune des situations. Et donc voilà, alors un diagnostic plutôt à l'échelle de la parcelle dans un premier temps. On verra si dans un deuxième temps on est capable d'aller au niveau de l'exploitation et donc évaluer les fonctions et services rendus et puis proposer des évolutions de pratique à la fois pour les performances technico-économiques et puis aussi pour l'impact écologique. On est quand même dans un contexte d'agroécologie. Et donc, ce projet ou cette offre qui aboutira du projet, bon, il y a la partie analyse, il y a la partie conseil, mais il y a aussi une partie observation et prélèvement terrain, parce qu'on a vu la partie structure est importante, et il y a une partie formation également, parce que là, aujourd'hui, on fait quelque chose de relativement rapide, mais on voit bien qu'on rentre dans des notions et des considérations relativement fines et complexes. Donc, pour bien appréhender l'ensemble des éléments, on va aussi avoir toute une partie support de formation, cycle de formation, à la fois vis-à-vis des utilisateurs finaux qui vont être les agriculteurs, mais aussi vis-à-vis des techniciens, des structures coopératives qui seront les relais terrain. Enfin, donc là aussi, il y a pas mal de choses à construire qui sont dans les tuyaux également. Donc, pour balayer ce que sera l'offre, même si ça reste encore un petit peu à définir. Donc, comme je vous dis, il y a une partie observation, échantillonnage. Alors, dès qu'on va vouloir s'intéresser à la biologie du sol, du coup, il faut généralement avoir un sol frais et un sol qui n'a pas été trop perturbé récemment. Donc, ça veut dire que les prélèvements post-moisson, après le passage du déchômeur, c'est plutôt à proscrire quand on va s'intéresser à la biologie du sol, d'autant plus que certains organismes ne sont pas forcément présents ou actifs à cette période de l'année. Donc là, les prélèvements, c'est plutôt au printemps, de la mi-mars jusqu'à la mi-juin en fonction du climat, en fonction d'un certain nombre de contraintes, mais on vise plutôt la période du printemps. L'automne, mais plutôt l'automne, octobre-novembre est aussi une possibilité. Mais voilà, donc du coup, ça veut dire que ce n'est pas forcément en même temps que les analyses de terre post-moisson, ou tout du moins pas sur tous les indicateurs. Et là, l'objectif, c'est en fonction aussi du niveau et des questionnements qu'on aura, c'est aussi de coupler ce prélèvement à une observation terrain, test bêche complet ou simplifié. Et donc, après avoir, soit c'est Auréa qui proposera la prestation de prélèvement et d'observation clé en main, soit aussi on peut envisager qu'il y ait une formation d'acteurs de terrain pour réaliser aussi ces diagnostics et ces observations. Et donc ça, c'est des choses, voilà, on ne fera peut-être pas tout le temps du test bêche, mais à minima, il y aura quand même une observation plus poussée que ce qu'on fait aujourd'hui, déjà pour bien identifier le type de sol et avoir quelques éléments clés, notamment sur l'état de couverture du sol, l'état d'humidité au moment du prélèvement, parce que c'est extrêmement important pour interpréter après les analyses ultérieurement. Donc voilà, un prélèvement déjà un peu plus avec différents niveaux de complexité par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, donc, au niveau analytique, une fois que le prélèvement est fait, il reste une analyse de terre classique. On a forcément besoin d'une granulo, de carbone azote, du pH, du cuivre pour interpréter les bioindicateurs. Donc, il faudra forcément qu'on ait ces analyses-là. Alors, l'évolution dans le conseil va se faire conjointement aussi avec une évolution dans les outils de captation d'informations et de valorisation des infos chez nous. On a un projet qu'on appelle Farm Project, où en gros, là, on sera capable de gérer les analyses à l'échelle de la parcelle, c'est-à-dire qu'en gros, on va identifier le parcellaire ou parcelle par parcelle chez les agriculteurs, et après, on stockera les informations de la parcelle, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, en fait, où pour nous, un nouvel prélèvement, c'est un nouvel échantillon, mais qui n'est pas forcément lié informatiquement à l'analyse qu'on aurait fait 5 ans avant, quoi. On peut la retrouver, mais informatiquement, ce n'est pas géré, et donc là, on va avoir une base de données à la parcelle, ce qui fait que voilà, certaines analyses seront faites une fois, et elles seront valorisées mieux valorisées pour les analyses ultérieures.
Donc ça, c'est aussi, ça fait partie des évolutions qu'il y aura au travers de ce service-là, avec là aussi toujours du conseil PK, du conseil chaulage, ça ne changera pas, avec quelques petites améliorations peut-être sur la partie bilan humique carbone, notamment avec des modèles, donc on en a parlé juste avant. Et puis, alors, au niveau des, entre guillemets, nouveaux indicateurs qu'on va proposer, là, je vais vous lister tout ce qui sera possible de mobiliser. Et puis, bien sûr, on ne fera pas forcément tout le temps, puisque ça dépendra des questions qu'on aura. Il y a une partie donc d'indicateurs qui sont plus liés au cycle carbone-azote, hein, soit les activités de minéralisation directement, soit les fractions labiles ou actives de carbone et d'azote organique du sol. Alors certains qu'on a déjà au catalogue, hein, comme le fractionnement granulométrique de la matière organique. Hein, vous avez le petit schéma ici qui explique, oui, on tamise le sol et puis on dose la matière organique dans différentes tailles de particules, hein, avec tout ce qui est très fin, c'est plutôt la matière organique humifiée ou stable. Et ce qui est un peu plus grossier, c'est lié aux particules plus grossières, c'est plutôt la matière organique active ou labile. Bon, voilà, ça c'est déjà des choses qu'on fait, mais on va augmenter la partie interprétation et puis finalisation. Et puis des indicateurs un peu plus innovants, entre guillemets, parce que par exemple le carbone extractible au KMNO4, donc au permanganate de potassium, ça c'est des choses qui sont déjà pas mal utilisées aux États-Unis. Hein, c'est un réactif violet foncé, hein, et quand on met le sol dedans, quand on a beaucoup de carbone actif, il va se décolorer. Donc ça, mais on l'a standardisé au niveau du laboratoire. Et puis au niveau azote labile, on a également une estimation d'un azote biologiquement minéralisable avec une incubation au laboratoire un peu plus simplifiée que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça reste des indicateurs qui soit s'intéressent à des qualités de matière organique, soit à des fonctions globales de minéralisation. Et donc voilà, si on a des questions sur le carbone, sur l'azote, forcément c'est des indicateurs qui seront principalement mobilisés. Certaines analyses se font sur échantillons séchés, comme le fractionnement et puis le carbone KMNO4. Donc là, on a un petit peu moins de contraintes en termes d'échantillonnage. L'incubation, elle, par contre, doit se faire sur un sol frais, donc prélèvement plutôt dans des conditions spécifiques. Mais on n'est toujours pas sur la biologie, là on est plutôt sur de la partie fonction, et on va aussi potentiellement pouvoir mobiliser des indicateurs qui vont vraiment mesurer des activités globales du sol, et donc c'est les indicateurs d'activité enzymatique, avec une dizaine d'activités enzymatiques qui pourront être mobilisées. Alors on ne les fera pas forcément toutes, hein, mais qui se répartissent en fonction des activités enzymatiques liées au cycle du carbone, d'autres liées au cycle de l'azote, au cycle du phosphore ou au cycle du soufre. Donc c'est relativement intéressant, notamment pour phosphore et soufre, hein, parce qu'on a carbone, azote, on a déjà d'autres indicateurs qui nous renseignent dessus, mais sur l'activité de dégradation des différentes formes de phosphore et du soufre, ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément classiquement. Et donc là, forcément, on va s'intéresser là aussi à tout ce qui va être fourniture de nutriments. Pour l'instant, c'est des analyses qu'on, je pense, positionnera plutôt en comparatif, parce que les référentiels d'interprétation ne sont pas encore trop étoffés, mais qui seront par contre très pertinentes pour tester l'efficacité ou l'impact d'un produit ou d'un biostimulant. Est-ce que ça va jouer sur certaines activités? Là, on aura vraiment des indicateurs qui nécessiteront des précautions particulières en termes d'échantillonnage, mais qui peuvent être relativement pertinents pour vraiment mesurer des activités globales au niveau du sol. Et puis, on a mesuré des cycles carbone-azote, on a mesuré des activités globales, et puis après, on va commencer à s'intéresser aux organismes eux-mêmes du sol, soit sur la partie microbiologique, donc bactéries, champignons, en utilisant des techniques moléculaires. On va extraire l'ADN des micro-organismes du sol, et après, on va quantifier, par exemple, l'abondance relative entre champignons et bactéries. Et donc, on sait que la nature du ratio champignon sur bactéries nous donne un certain nombre d'informations sur l'état de santé et d'état d'activité des organismes du sol, et aussi avec la notion de diversité, hein, quel est le nombre d'espèces de bactéries et de champignons, et ça donne un certain nombre d'informations sur la diversité, la biodiversité, la dégradation des xénobiotiques, voilà ce qu'on a déjà évoqué précédemment. Donc ça, c'est une des grosses
innovations qu'on a dans le projet, hein, donc un transfert de technologie qui est en cours, qui est de finalisation par l'INRAE. Donc ces analyses-là sont faites sur notre site de Bordeaux, hein, qui avait déjà un labo de microbiologie moléculaire, mais pour plus la partie phytodiagnostique. Et donc là, on va être capable de faire ça aussi, mais pour tout ce qui est ADN des bactéries et des champignons du sol. Et on va s'intéresser du coup à l'abondance et la diversité aussi, mais là de la faune du sol. Donc c'est les organismes dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, vers de terre, colamboles, caramidés, et puis les nématodes. Alors nématodes, c'est la prestation. Et donc on va avoir des indices de diversité, densité d'individus, c'est-à-dire nombre ou biomasse, et puis diversité avec des identifications spécifiques. On fait des prélèvements spécifiques d'individus, et puis là aussi sur le site de Bordeaux qui a été formé, on identifie les espèces de colamboles, les espèces de vers de terre, et à partir de là, il y a effectivement les valorisations possibles sur la partie structure, infiltration pour les vers de terre, mais aussi décomposition de la matière organique pour les colamboles, ou diversité de l'habitat, et puis après toutes les notions d'assurance écologique, patrimonialité, même si elles ne sont pas forcément directement liées à la production. Là, dans le cadre, par exemple, de contrats pour des maintiens de biodiversité ou autres, ces indicateurs-là pourraient permettre de répondre à ces questions-là. Donc voilà, on élargit très fortement le panel d'indicateurs qu'on est capable de mesurer, en essayant de s'intéresser à la fois à l'abondance, l'activité et la diversité de ces organismes-là. Mais voilà, ok, on fait des mesures, mais l'important, c'est d'être capable de les interpréter. Donc, il y a forcément toute la partie diagnostic et conseil, où là, comme je vous disais au début, on va s'intéresser plutôt aux processus et fonctions assurés par le sol et aux services associés. Et donc, les indicateurs, eux, vont me servir pour faire un premier, ce qu'on appelle diagnostic fonctionnel, c'est-à-dire que mon système de culture et les objectifs définis en amont par l'agriculteur vont me donner des niveaux souhaitables d'un certain nombre de processus qui sont connus et listés sur maintien de la structure, fourniture d'éléments minéraux, stockage de carbone. Enfin voilà, on revient toujours sur les mêmes, mais c'est les principaux. Mais donc du coup, chaque système de culture, chaque pédoclimat va pas forcément avoir les mêmes niveaux d'exigence. Donc on va définir ça en gros à ce grain-là au niveau de la parcelle, et les résultats des bioindicateurs et des observations me permettent de définir un niveau de satisfaction de ces processus, c'est-à-dire est-ce que par rapport à ce que je voudrais en termes d'objectifs, est-ce que mon processus est suffisamment satisfait ou pas? S'il est satisfait, c'est génial, et s'il n'est pas complètement satisfait et que j'ai encore une marge de progression, je vais avoir après des conseils de levier pratiques avec des choix hiérarchisés. Ça veut dire que ça ne va pas être noir et blanc, mais on va avoir un catalogue de recommandations de pratiques avec affichage des impacts que ça aura sur les processus, des enjeux technico-économiques. On veut arriver à qualifier les pratiques en termes de peut-être d'investissement matériel ou de rapidité d'action aussi. Certaines pratiques, on pourra peut-être voir les effets 2-3 ans, alors que d'autres, il faudra peut-être attendre une dizaine d'années avant que les effets commencent à se faire voir. Donc, cette qualification-là, il faudra qu'on la délivre. Et puis, bien sûr, avec l'ensemble des commentaires. Alors, l'innovation aussi qu'on est en train de construire là-dessus, c'est que ça, on veut le rendre dynamique. C'est-à-dire que dans l'idée, on n'a plus forcément, voire même plus de rapport papier comme on peut avoir, mais c'est plutôt une interface web avec des notions de dynamisme où là, on va avoir un premier diagnostic qui se fait, mais après, potentiellement, l'utilisateur a la main pour tourner les molettes en disant « Ah non, finalement, moi, je veux peut-être plutôt prioriser telle ou telle fonction, je veux peut-être tester si je veux arrêter le labour ou si je veux mettre en place tel couvert. » Et après, je refais des simulations de scénarios pour voir un petit peu quels éléments vont être impactés, est-ce que c'est possible, quel levier je dois mettre en place ou autre. Donc là, on part là aussi, et c'est le troisième volet du projet, la partie informatique que je n'ai pas affichée à l'écran, qui est toute la partie dématérialisation et interactivité du service qu'on voudra proposer à terme.
bon, voilà, on pourra rediscuter un peu après de ça. Et puis, dernier aspect qu'on avait déjà évoqué, hein, c'est la partie formation, où là, bah, forcément, à la fois de l'utilisateur final, à la fois des relais terrain, il faudra que les gens soient formés à l'utilisation de l'outil et potentiellement aux observations terrain. Alors, soit des formations en salle comme on peut faire classiquement, mais de plus en plus, comme on commence à faire aujourd'hui, des formations en ligne, des MOOC, c'est-à-dire des cours accessibles même quand le formateur n'est pas là, des choses qui ont été enregistrées, des supports dématérialisés. Enfin voilà, là il y a toute une construction en cours avec AgroParisTech sur tous ces modules de formation accompagnant forcément l'offre en termes de ressources scientifiques et puis ressources techniques également. Donc voilà en gros le projet et ce à quoi on espère aboutir. Donc, au niveau calendrier, hein, je vous ai dit 2018-2019 et encore un peu 2020, c'est la partie mise au point développement. Printemps 2021, ça va être notre première phase de test grandeur nature de l'ensemble des processus, que ce soit analyse et ou conseil. Et puis, à partir de 2022, on commence en gros la partie commercialisation au niveau des différents clients agricoles. Donc ça, c'est le calendrier général, en gros. Et puis, donc, j'ai rajouté une diapo que j'ai repris par rapport aux échanges qu'on a eus. Et là, il faudra me corriger si ce n'est pas exactement ça. Donc, on a échangé avec la SCAEL déjà un peu là-dessus, donc qui est intéressé par la démarche globale et nous a proposé de tester ou d'engager des collaborations sur certaines parcelles du Poulagri. Voilà, parce que a priori, quand même, il y a certaines thématiques qui sont très très proches ou très communes. Et donc là, on a imaginé un échéancier ou un calendrier avec différentes étapes, en gros, pour commencer quand même relativement tôt le travail, même avant la fin du projet, pour effectivement peut-être avoir un petit peu d'avance par rapport à certaines autres structures. Donc, ce qu'on avait retenu et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est que dès cet automne, sur à peu près 16 parcelles du Poulagri, on va, donc il y aura à sélectionner, on va réaliser une campagne d'analyse physico-chimique complète, donc là, caractérisation de terre classique, en rajoutant quand même quelques indicateurs sur la qualité organique du sol, hein, donc notamment le fractionnement granulométrique et puis le carbone labile au KMNO4. Donc ça va nous permettre déjà d'avoir un fond physico-chimique sur ces parcelles et puis voir un petit peu déjà sur ces deux indicateurs très liés là, au stock de carbone, hein, pas forcément directement à la vie du sol, mais plutôt à ses conséquences, voir déjà si on a des écarts, donc comment les parcelles seront choisies ou autre, tout ça, ça reste encore à définir, mais voilà, on a à peu près défini le périmètre. Et donc, voilà, sur décembre, janvier, la date reste encore à caler, il y aura forcément une restitution de cette première campagne d'analyse en réunion physique, on espère cette fois-ci quand même. Et du coup, l'objectif, c'est après aussi de sélectionner quelques parcelles, à un nombre plus restreint forcément parce qu'on est encore en phase de test, qui vont servir à une phase de test, on va dire, plus conséquente là sur le printemps 2021, où là, sur ces quelques parcelles qu'on aurait sélectionnées, là, on ferait la batterie complète des indicateurs. Donc, le moléculaire, les activités enzymatiques, la faune du sol, on ferait la totalité un peu justement pour voir concrètement, est-ce qu'on voit des écarts, comment ça répond, quels sont les indicateurs qui vous parlent le plus, hein, parce que il y en a certains peut-être qui apportent le même niveau d'information, mais sur lesquels vous y retrouver davantage. Donc, il ne faut pas s'interdire de les tester pour voir comment ça se passe. Et donc là, le temps de faire les analyses, de faire les commentaires, donc sur l'automne, on prévoira là aussi une réunion de bilan avec forcément là une sélection des indicateurs les plus pertinents vis-à-vis de vos contextes et puis de vos questionnements pour après, sur le printemps 2022, pouvoir proposer le package d'indicateurs ou les packages, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs, qui permettraient justement de répondre à un certain nombre de questionnements. Là, du coup, sur potentiellement plus de parcelles, mais là, une démarche plus mise en place de l'offre. Hein, tout ce qui est 2020-2021, c'est plutôt de la mise au point, en gros, du test, de la collaboration. Et puis, potentiellement, à partir du printemps 2022, en gros,
on ouvre au catalogue, entre guillemets, les menus et les méthodes qui auront été mises au point auparavant. Et potentiellement aussi, on en profite aussi pour peut-être tester certaines autres méthodos qui n'étaient pas encore tout à fait prêtes. Je pense notamment, où je ne vous ai pas parlé, mais on a aussi un travail de développement d'outils moléculaires pour la faune du sol. Parce que prélever des vers de terre, prélever des carabes, il faut mettre des pièges, il faut extraire des blocs de sol. Alors ça se fait, mais c'est un peu contraignant. Et là, on est en train de voir si avec de la recherche de traces d'ADN à partir d'échantillons prélevés à la tarière, on ne pourrait pas aussi avoir ce type d'information. Mais bon, là, on ne sera pas prêt pour le printemps 2021, on sera sans doute prêt pour après. Donc voilà, j'espère que j'ai bien résumé ce qu'on s'était dit lors des premiers échanges. Et donc voilà un peu comme ce qu'on avait envisagé de mettre en place et de vous proposer pour avancer sur ces sujets. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long, que j'ai été suffisamment clair. Et donc s'il y a des questions, des remarques ou autres, c'est le moment d'échanger. Ok, donc moi je propose que je vais laisser la parole à Julien pour effectivement confirmer la position de la SCAEL, qu'est-ce que SCAEL souhaite accompagner. Je pense que vous avez compris qu'on met un enjeu quand même important sur la qualification de ce travail, qu'on prend ce pool très au sérieux pour avancer dans une meilleure connaissance des fonctionnalités du sol. Et puis peut-être profiter, je vois qu'il y a d'autres gens qui nous ont un peu rejoints en cours là, et peut-être qu'on passe après la parole aux agriculteurs qui sont autour de nous. Je te laisse la parole, Julien. Écoute, déjà merci à Mathieu pour la synthèse de tout ce qu'il nous a présenté. Et puis, c'est vrai que sur la partie analyse de sol, vous l'avez compris, hein, donc la SCAEL veut s'engager avec vous. Donc après, je voulais revenir avec Mathieu sur la sélection de 4-5 parcelles. Je ne me rappelais pas qu'on s'était dit ça, mais c'est peut-être aussi pour une question de temps disponible et puis de sélection d'indicateurs. Pour 2021, seulement 4-5 parcelles. Ouais, on est encore en phase de test au printemps 2021, donc on va pas forcément être en capacité de déployer l'ensemble des indicateurs sur des gros volumes d'échantillons. Donc c'est pour ça que pour 2021, on préférait limiter à quelques parcelles bien choisies, mais du coup faire une batterie d'indicateurs plus large, ce qui n'empêchera pas d'étendre après en 2022. Mais c'était pas possible de faire 16 parcelles sur 2021. On est obligé de faire une sélection et de limiter. D'accord. Donc sur la première batterie d'analyse, donc ce qu'on proposait, c'est que la SCAEL prenne en charge le coût de cette première batterie d'analyse. Après, en fonction de la suite des événements et puis on va dire de l'intérêt de chacun pour la suite des analyses, là on vous fera peut-être participer un peu, au moins partiellement, on va dire, au coût des analyses. Mais en tout cas, pour la première salve, la SCAEL s'engage à prendre le coût en charge au niveau du pool. Donc, je ne sais pas ce que ça vous inspire au niveau de ces tests. Après, tout l'enjeu va être de voir quel intérêt on peut en tirer. Hein. C'est pour ça qu'on est en phase expérimentale, mais je pense qu'on est bien dans le sujet, que ça soit sur la partie, pour ceux qui sont plutôt couverts végétaux, ceux qui sont plutôt agriculteurs de conservation, on va vers... c'est vrai qu'on voit des parcelles qui fonctionnent, des parcelles qui fonctionnent moins bien. Quand on regarde au niveau pK cholage, on se dit non, il n'y a rien de particulier. Mais c'est vrai qu'on sent que des fois, il faut aller plus loin. Donc ça peut faire partie des indicateurs qui vont nous aider à piloter ces parcelles. Donc je ne sais pas, des retours, des observations par rapport à ce qui a été présenté? Thibaut, Thierry? Je pense qu'il ne faut pas donner le choix aux gens, il faut les interroger direct pour que chacun se prononce, autrement on va s'attendre.
Là, il nous C'est reste compliqué en visio, personne n'ose parler. Voilà, bah, je veux bien commencer à ce moment-là, si ça vous dérange pas. Moi, je trouve que le projet est vraiment très, très ambitieux parce que l'écosystème du sol, je pense qu'on est un petit peu en train simplement de le découvrir par rapport à tout le potentiel qu'il y a derrière. Par rapport à ça, j'ai trouvé ça très bien, la présentation. Il faudrait mettre un petit peu les pieds dans les parcelles et puis se remettre avec nos problématiques à nous, agriculteurs, quoi. Derrière ça, il faut mettre la rotation des cultures, hein, nos assolements qui vont gérer le travail du sol et la perturbation du sol avec les couverts, la problématique chimique avec les problèmes de résistance d'herbe, je pense particulièrement en résistance vulpin-régras, c'est quand même une sacrée problématique. Donc, quelque part, le positionnement d'un labour, parce que sans ça, on n'arrivera malheureusement pas à tenir nos parcelles propres, on le voit de plus en plus. Et puis après, on va essayer d'apprendre à les connaître, tous ces micro-organismes dans le sol, que finalement, on est vraiment des grands ignorants. Et là, on a besoin d'être encadré et je compte personnellement sur la SCAEL pour nous accompagner à découvrir davantage toute la faune qui nous entoure. Je parle pas que du sol, parce que quand on voit aujourd'hui les problématiques pucerons, c'est un vrai casse-tête. Les colzas été ravagés par les charançons, savoir les dégâts aujourd'hui, les pucerons aussi qui sont là, les scutigérelles, les thrips dans les oignons, les topins, enfin voilà, la problématique, elle est longue et la liste de produits chimiques qui fonctionnent diminue et les autorisations aussi diminuent. Donc, on a, je pense, vraiment besoin d'être accompagné pour connaître les auxiliaires, favoriser leur développement pour avoir demain une alternative à la chimie par rapport à ça. Voilà un petit peu le point de vue. Donc, c'est très bien d'avoir un laboratoire qui s'engage, qui a en tout cas des ambitions de s'engager fort dans cette voie-là. Voilà, la synthèse, l'analyse et les conclusions, je suis un peu dubitatif pour l'instant, ça me paraît être très compliqué. Voilà. Mathieu, un commentaire ou... Bah, c'est effectivement un challenge hein, d'essayer d'arriver à avoir une synthèse, et on sait que on ne pourra jamais capter l'ensemble de la diversité effectivement d'un système de culture. C'est pour ça que nous, on va forcément rester sur des propositions, mais on est quand même relativement confiant sur notre capacité à être capable de dire, en fonction de ce qu'on aura mesuré dans le sol, alors qui seront que des indicateurs, hein, forcément, on se focalise sur quelques espèces, sur quelques catégories d'organismes qui sont supposés être représentatifs, hein, donc on sait que c'est pas exhaustif. Mais l'approche qui est proposée est quand même de se dire, on espère être capable de qualifier les systèmes de culture et donc leur niveau d'indication vis-à-vis de fonctions qu'on aura identifiées en amont, et donc de qualifier effectivement si on estime que ces fonctions sont bien fournies ou pas. Et la puissance justement qu'on espère avoir dans cet outil-là, c'est que on vous laissera la main, agriculteurs, dans un second temps pour justement, par rapport à vos questionnements, potentiellement modifier les priorisations qu'on aura fait par défaut. Et donc là, forcément, ça nécessitera un accompagnement à l'outil ou autre, mais justement pour, dans le cadre des questionnements que vous avez, tiens, si je fais ça, si je mets telle chose en place, quel impact ça aurait sur l'ensemble de mes fonctions, et justement de prioriser et effectivement avoir une réponse unique effectivement sur le rôle de tel organisme et comment ça se positionne. On sait qu'on n'arrivera pas comme ça, mais par ce biais-là, par le fait d'approcher ça et de relier ça à des grands processus fonction-service, on pense qu'on sera capable d'avoir des diagnostics et des conseils pertinents pour des grands types de pratiques. Alors là aussi, on ne sera peut-être pas capable de descendre à un niveau de finesse très très fin sur les modes d'implantation, mais où effectivement les résistances croisées, je ne suis pas sûr que nos indicateurs permettent de donner des éléments là-dessus. Mais au moins on objectivera, où on donnera des éléments, j'espère, plus robustes pour comprendre quand même un peu globalement le fonctionnement
du sol, même si on n'a pas toutes les boîtes noires d'ouvert, et après donner des éléments objectifs de choix en disant, bon, bah, voilà, si je mets telle ou telle chose en place, je sais que je vais favoriser, défavoriser tel ou tel élément. Et bah, voilà, dans ma situation particulière, bah, qu'est-ce que ça me conduira, ou est-ce que j'ai raison, ou est-ce que j'ai de bonnes chances d'avoir du succès sur telle ou telle pratique. Mais évidemment que nous, on s'intéresse quand même globalement au sol. Donc, toutes les notions après des ravageurs ou des auxiliaires non dans le sol, bah, ce ne sera pas forcément abordé. Et puis, voilà, toute la partie phytosanitaire, nous, on l'aborde plutôt sur la partie phytodégradation des sanitaires, des produits phyto. Et c'est vrai que ces problématiques après de gestion globale avec les multirésistances, l'enchaînement des cultures ou autres, ça, ce sera effectivement à co-construire ou à co-animer avec la SCAEL, justement, parce que nous, on ne sera jamais capable de faire le conseil finalisé jusqu'à l'exploitation. Mais on espère que l'outil permettra quand même d'amener des éléments plus objectivés sur toute cette partie biologique. C'est vrai que cette partie biologie du sol, c'est notre fil conducteur du pôle d'agriculteurs. Après, on voit que sur les questions plus rotation, labour ponctuel, est-ce qu'il faut quelle stratégie phyto, etc. Bah là, on essaiera d'y répondre plus par les tests en bande ou les comparaisons de parcelles. Mais bon, c'est certain qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions non plus. Enfin, c'est très vaste, hein, mais voilà, l'idée de ces indicateurs de sol est bien entendu pour voir dans quelle direction on va et comment améliorer cette fertilité du sol. Je ne sais pas si Thierry veut réagir par rapport à la présentation. Disons que, comme tu disais tout à l'heure, à la limite, on s'aperçoit que certaines parcelles fonctionnent, qui sont en agriculture de conservation, disons au moins en non-labour depuis un certain nombre d'années. D'autres fonctionnent un petit peu moins bien ou ponctuellement moins bien. Elles ne sont pas forcément toujours menées de la même manière, les mêmes rotations, les mêmes cultures, même si le travail du sol est à peu près le même. Donc, on ne sait pas trop. Donc, justement, on ne sait pas trop pourquoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette collaboration justement avec un laboratoire pour donc donner des indicateurs. Une coopérative, je dirais, pour avoir une vue d'ensemble sur l'agriculture de terrain et les agriculteurs eux-mêmes. C'est cette collaboration-là qui est intéressante. Le plus intéressant, je pense, en tout cas, ça sera donc la finalité et cette interprétation et ce conseil. Et ces leviers que l'on pourrait faire bouger justement avec des curseurs pour essayer justement de voir pourquoi ça fonctionne à certains moments et d'autres un peu moins. Et je crois que c'est ce qui va être le plus important et c'est ce qui nous manque un peu aujourd'hui d'ailleurs. Moi je vois, on travaille beaucoup à l'intuition quelque part. Enfin, nous sur le terrain, en fonction de l'expérience qu'on a sur certaines parcelles depuis un certain nombre d'années. Donc intuitivement, on va dans un sens ou un autre, mais sans être trop pragmatique en fin de compte, parce qu'on n'a pas les éléments, on n'a pas forcément les outils. Donc pour moi, ça serait une aide importante qui fait partie de l'ensemble, évidemment, une des aides en tout cas. Mais là où je suis vraiment ravi, c'est que la profession elle se mobilise quand même de plus en plus, et tout le monde, conjointement, pour essayer justement de trouver des solutions ou des améliorations justement sur ce sol. On sait quand même que, comme vous disiez tout à l'heure, le sol c'est un milieu évidemment très complexe, on ne le connaît pas ou peu, et on fait beaucoup de choses, comme je disais à l'instant, à l'intuition, et sans être très concret. Donc tout ce qui peut aller dans le sens, et tous ensemble surtout, à cette connaissance et puis cette mise en pratique qui sera toujours peut-être plus ou moins aléatoire. Il n'y a rien c'est pas forcément, ce sera pas forcément, c'est scientifique, mais quelque part on ne peut pas répondre. Il y a tellement d'éléments extérieurs qui interviennent que je veux dire, ce sera jamais très facile à cerner.
mais au moins on va dans ce sens-là. C'est ce qui m'intéresse le plus et qui, je trouve encourageant en fait, pour l'avenir, pour améliorer nos systèmes et essayer de généraliser justement ce que l'on essaie de faire avec succès, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas. Bon. Ok. Frédéric nous a rejoint un petit peu en cours de route, mais est-ce que tu as pu entendre l'essentiel ou est-ce que tu as des questions? Je sais pas si vous m'entendez, moi j'ai pas de caméra. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, oui. Oui, c'est bon, merci. Oui, je suis arrivé un petit peu en retard, je suis désolé. Moi j'ai une question sur les analyses de sol. Est-ce que la partie potentiel redox, dont on entend beaucoup parler en agriculture de conservation, a été un peu étudiée et pourquoi, si oui, pourquoi vous en parlez pas? Est-ce que vous l'avez écarté parce que ça vous estimez que c'est pas un indicateur intéressant? Alors oui, c'est quelque chose auquel on s'intéresse, hein, le potentiel redox. On l'a d'ailleurs au catalogue, hein, pas forcément au catalogue par SKL, mais on fait le potentiel redox au labo. L'expérience qu'on en a, c'est que c'est très très lié quand même à la partie pH, puisque les deux sont liés, généralement on interprète le redox et le pH en parallèle, et que la difficulté du redox, c'est que c'est quelque chose qui évolue tout le temps, puisque c'est un équilibre entre les réactions qui vont consommer ou pas des électrons et puis de l'oxygène. Donc du coup, notamment dans un sol qui est un milieu complexe biologiquement vivant, avoir une mesure à un instant T n'est pas forcément facile en termes d'interprétation et de valorisation. L'objectif, ce serait plutôt d'avoir un suivi temporel de ce potentiel pour justement voir en fonction du climat ou autre comment les choses évoluent. On l'a déjà testé sur des suivis interannuels ou intra-annuels. On a fait des mesures tous les mois, on a regardé un peu comment ça réagissait. Dans les conditions, pour que le potentiel redox montre des différences significatives au niveau de l'analyse, ce qu'on a vu nous, c'est que faut vraiment, en gros, on prélève dans des conditions où les sols sont gorgés d'eau, en sortie d'hiver, on va avoir effectivement une petite variation, et puis quand le sol est tout sec en été, on va avoir aussi une variation, mais on a de manière on n'a pas trop réussi à le relier aux pratiques. Donc, pour nous, c'est un indicateur de compréhension de certains phénomènes, mais pas forcément un indicateur de diagnostic. Donc, on ne l'a pas forcément retenu dans les indicateurs qu'on propose. Cela dit, on l'a au catalogue. Donc, si ça vous intéresse de le tester, on peut vous le proposer, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, c'est non interprété, c'est des données brutes. Donc, au niveau valorisation, c'est peut-être pas idéal. D'accord. C'est coûteux un potentiel redox ou pas? C'est une bonne question. Non, ça doit être un paramètre physico-chimique. Je n'ai pas l'ordre de grandeur en tête. Gwen, je ne sais pas si tu as le logiciel ouvert sous les yeux. J'essaie justement, Mathieu, de regarder. Donc... Et après, là, pour l'instant, on parle beaucoup d'analyse de sol. Est-ce que chez Auréa, vous faites également vous avez un catalogue des analyses plutôt de jus de sève, de plantes? Oui. Parce qu'on sait que, notamment sur tout ce qui est carence, aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir faire des analyses de sève plus complètes que par exemple sur un blé, ou surtout d'ailleurs, pour pouvoir apporter en temps réel ce qui manque en apport foliaire. Est-ce que c'est des choses que vous travaillez? Oui, ouais, tout à fait. On a déjà au catalogue des analyses de diagnostic foliaire. Alors, on n'analyse pas la sève, nous, c'est plutôt des analyses de limbe ou de pétiole, mais la valorisation est très proche. On a déjà ça, effectivement, au catalogue. Et là, ça fait partie, Agroécosol, c'est un des 5 ou 6 grands projets de développement qu'on a au sein d'Auréa. Il y a aussi un projet végétal qui vise effectivement à développer l'utilisation de diagnostics foliaires, soit seul, soit en complément d'une analyse de terre,
pour justement affiner les parties diagnostiques. Donc oui, ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille, tout à fait. Alors, je ne vous dirai pas le calendrier. Alors, on a déjà des analyses pareilles au catalogue, au niveau foliaire. Gwenaël, le projet végétal, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on avait dit que ça devait être opérationnel. Plutôt l'année prochaine, parce que globalement, aujourd'hui, il faut qu'on... Bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est plutôt Alain qui travaille. Oui, donc, oui, c'est ça. Oui, donc le groupe avance, mais plutôt une vision déjà l'année prochaine. D'accord. Pour le côté Redox, puisque je regardais, bon, alors aujourd'hui, en accompagnement d'une analyse de sol, on est autour de 10 €. En accompagnement d'une analyse, et puis seul, il y a une prise en charge, effectivement, à rajouter, évidemment, qui va être une quinzaine d'euros. D'accord. Mais on sait que le potentiel, aujourd'hui, a priori, les observations, c'est que le potentiel redox, il change en fonction du stade de développement de la plante, parce que c'est la plante qui induit sur le potentiel redox du sol, qui vient positionner le sol au bon potentiel redox par rapport à ce qu'elle a besoin. Mais c'est pour ça que le fait de faire des mesures régulières sur des cultures assez courantes, sur un blé, et de pouvoir dessiner des courbes de potentiel redox un peu type, pour d'avoir une courbe standard et de pouvoir, en fonction de la date à laquelle on fait l'analyse, voir si on est bien positionné ou pas. Et c'est un élément aussi à creuser parce que, a priori, et même sur la plante, tout ce que j'écoute en agriculture de conservation, aujourd'hui, tous les produits, tous les engrais, tous les produits phyto qu'on met ont un pouvoir oxydant sur les plantes, et elles ont besoin de revenir elles ont besoin de se réduire pour revenir dans leur zone de fonctionnement. Donc, a priori, c'est quand même un des paramètres clés du bon fonctionnement d'un sol. Donc, voilà. La difficulté. Je pense que c'est un sujet à creuser. La difficulté étant que pour être pertinent, il faudrait être capable de mesurer dans le sol rhizosphérique uniquement. Et là, on a un problème méthodologique de comment on isole la zone d'action des racines du reste du sol. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un prélèvement, on n'est pas capable de faire cette distinction. Et effectivement, on sait que les fertilisants vont jouer de manière aussi relativement fugace. Donc, est-ce qu'on va être capable temporellement d'arriver à capter ça? En gros, voilà, quand on travaille en microcosme, en conditions contrôlées, avec des outils de recherche, effectivement, il y a toutes ces relations-là. Mais après, sur l'application pratique pour un prélèvement in situ, aujourd'hui, je ne sais pas comment faire facilement récolter uniquement le sol qui est à proximité des racines, parce qu'après, le problème, c'est qu'avec les prélèvements classiques, on dilue en gros l'information, et cette variation liée effectivement à l'activité biologique ou autre, on a beaucoup de mal à la capter. Donc là, il y a effectivement peut-être des travaux à faire sur, ne serait-ce que la partie pratique, même de la mesure, n'est pas si évidente que ça. Donc effectivement, c'est des choses intéressantes, mais pour après proposer une prestation à partir de ça, pour l'instant, je perçois ça comme étant relativement complexe. Mais on peut effectivement y regarder. Je demande aux spécialistes, j'ai aucune idée de savoir comment ça se mesure. La mesure en tant que telle n'est pas très compliquée, il y a une sonde, mais comme je dis, là, ça va être plutôt de s'intéresser vraiment à la zone d'action des racines. Parce que dès que vous allez être en dehors, forcément, l'effet va être beaucoup moindre. Et déjà, en pot, récolter du sol rhizosphérique, j'ai fait ça pendant mes études, ça m'amuse bien. Sur une vraie parcelle, je suis pas certain qu'on soit capable de faire ça de manière pertinente. Mais en tout cas, oui, c'est un questionnement, et il y a eu pas mal de publications récentes dessus. Donc, c'est des questionnements qu'on a aussi, nous, en interne. Donc, à voir s'il y a un petit programme de travail qui peut être monté là-dessus. Parfait. Ok, merci de ces précisions. Je voudrais simplement effectivement dire que dans le choix de ce qu'on propose en termes analytiques, on a essayé de trouver ce qui était accessible financièrement par rapport au budget que SCAEL s'est fixé sur les 16 parcelles,
Donc, dans les nouveautés, c'est la partie granulométrie fine de la matière organique, le carbone extraction au permanganate de potassium. Si un agriculteur, l'idée c'est que le groupe il a une fonction souple, hein. Un agriculteur qui veut aller plus loin et qui est prêt à financer de son côté un certain nombre d'approches qui l'intéressent plus qu'un autre, bon, bah, chacun aura une forme de liberté d'aller piocher dans le catalogue. Il fallait que nous, on détermine effectivement qu'est-ce qui semblait à l'heure d'aujourd'hui le plus proche entre une analyse et un fonctionnement de milieu, et ce qui était accessible dans le budget imparti, quoi. Donc voilà un peu, c'est aussi pourquoi on a fait une proposition, on a fait des choix. Bon, c'est pas encore complètement définitif puisqu'on n'a pas complètement finalisé, mais c'était vous faire partie de cette réflexion. Et puis sur le potentiel redox, effectivement, j'ai vu passer des publications ou des communications, enfin, qui me semblent un petit peu simplistes, on va dire, et qui montre que c'est un potentiel qui est très facile à mesurer et à banaliser. Son interprétation reste quand même extrêmement complexe, parce qu'en fait, entre les besoins physico-chimiques de la plante et le pouvoir tampon du sol, on est dans des fonctionnements extrêmement différents. Bon, donc c'est intéressant de connaître votre interrogation, vos sensibilités, ça fera partie de l'échange, du débat, et puis de voir s'il y a quelque chose à faire là-dessus. Je vous propose, là, on a un peu dépassé le temps qu'on s'est fixé. Je pense qu'il faut être assez rigoureux là-dessus. Je te laisse conclure, Julien ou Juliette. Oui, alors j'ai juste une dernière question de la part d'une agricultrice qui n'a pas pu être présente. Donc c'est un peu plus technique ce coup-ci. Donc là, elle a fait appel à Auréa pour une analyse de terre cette année sur une parcelle. Et donc l'analyse dit qu'elle a un reliquat très élevé d'environ 140 unités. Mais lorsqu'elle fait un N-tester, il lui conseille de mettre 80 unités. Donc est-ce que vous auriez une idée de pourquoi le N-tester dit le contraire de l'analyse? Le reliquat, c'est une mesure de potentiel à un instant T. Et après, l'analyse, justement, et c'est là la complémentarité de faire à la fois une mesure de bilan fin sortie d'hiver, période de démage pour évaluer un stock disponible et après de refaire parce que le stock disponible, est-ce qu'il est bien valorisé par la culture? Ça, on n'en est pas certain. Donc, quand on fait notre calcul de bilan prévisionnel, son nom est important, on considère qu'effectivement, les 100 et quelques unités qu'il y a présentes dans le sol vont être effectivement bien valorisées par la culture, c'est-à-dire que le système racinaire s'est bien développé, il y a suffisamment d'eau et d'oxygène dans le sol pour que la valorisation se fasse bien. Voilà, là, on a eu des périodes relativement sèches. Est-ce que les apports d'engrais ont été bien valorisés? Donc, attention, là, on sait cette année à l'interprétation des N-testeurs ou dans des conditions où effectivement les valorisations n'ont pas été faites, du coup, on se retrouve avec des plantes qui se retrouvent carencées, pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de stock dans le sol, mais parce que les conditions n'ont pas été favorables à son absorption, quoi. Donc, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il faut rajouter 80 en plus ou est-ce que les conditions vont redevenir favorables pour valoriser la réserve du sol? Puisque normalement, voilà, il faut normalement 15 mm de pluie après l'apport pour que ce soit bien valorisé ou autre. Et l'apport foliaire ne permet absolument pas de compenser les apports au sol. Donc, c'est plutôt, pour moi, l'intérêt de ça, c'est plutôt de traduire, ça montre que, en fait, les conditions climatiques n'ont pas été favorables à l'assimilation. Et aujourd'hui, la culture est dite carencée puisqu'il y a un conseil d'apport qui est préconisé par la pratique N-tester. Mais voilà, sans doute parce que les conditions n'ont pas été favorables à l'assimilation des réserves qui sont présentes dans le sol. D'accord, ok, merci beaucoup. Donc, je vous propose de conclure. Je remercie Mathieu Vallée et Gwenaël d'être présents et de nous avoir fait cette intervention. Et puis, je remercie aussi Thibaut Perrier, Thierry Fanchet et Frédéric Bonnet d'avoir participé. La vidéo a été enregistrée et je la diffuserai à tous les agriculteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous. S'il n'y a plus de questions, je propose qu'on
qu'on s'arrête là. Et donc, Juliette reprendra contact avec vous, comme elle l'a fait tout au long de cette semaine là, pour faire le point sur vos parcelles. En tout cas, merci encore et puis à bientôt et bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Et à bientôt.